Merci d'être là, Merci à député vous. Ensemble pour la République des Yvelines, le camp macroniste, ancienne ministre. Donc, qu'est-ce que vous dites à Olivier Faure, qui vous tend d'une certaine manière, Pas tellement. Benjamin, C'est un tout petit peu, une un tout demi-main, petit je peu, sais pas bien. en disant il va bien falloir qu'il y ait des accords qui soient passés sur tel ou tel texte aussi. Non, moi, ce que j'entends, c'est la même chose que j'entendais au soir du 7 juillet. C'est le nouveau Front populaire a gagné, le nouveau Front populaire doit gouverner. Et peut-être aurons-nous la mansuétude de vouloir établir des compromis à l'Assemblée nationale. Sauf qu'en vérité, personne n'a gagné au soir du 7 juillet, puisque personne n'a obtenu une majorité absolue, ni même une majorité relative suffisante pour faire comme on faisait auparavant. À vous entendre, on a perdu 3 mois là. Non, je ne pense pas qu'on ait On est au perdu même 3 point que le mois. 7 juillet. Je pense que Michel Barnier a fait son devoir. Et je veux lui rendre hommage aussi ce soir parce que c'est un moment extrêmement grave, vous l'avez dit, qu'on a vécu dans l'hémicycle. J'ai vu les députés de la France Insoumise être les seuls d'ailleurs à se lever et à ricaner au moment où la censure a été proclamée. J'ai vu des députés de gauche qui ne faisaient pas les fiers parce que je crois qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait. Ils en ont pris peut-être conscience un peu tard. Mais ils ont conscience aussi qu'ils ont menti pendant plusieurs semaines et plusieurs jours aux Français sur les conséquences de cette motion de censure. Le sujet, c'est pas le Et destin eux-mêmes vous accusent d'avoir individuel. menti sur les conséquences de la censure. Mais on peut en parler. De toute façon, vous savez, les Français seront juges. Les Français verront si oui ou non il y a des conséquences. Et donc, ils jugeront sur pièce s'il y a ou non des conséquences. Malheureusement, je crains qu'il y en ait. Et la faute à qui? La faute d'abord à ceux qui, encore une fois, ont fait le choix de censurer ce soir. Sauf que ce soir, à gauche, et dans le camp de Marine Le Pen notamment, on va entendre d'ailleurs Marine Le Pen tout de suite, quand vous posez la faute à qui, eux répondent d'abord à Emmanuel Macron. Marine Le Pen était tout à l'heure sur le plateau du 20h de TF1, et elle a évoqué, une nouvelle fois, la démission d'Emmanuel Macron en ces termes. Moi, je ne pousse pas, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. Je dis qu'il arrivera un moment où, si on ne prend pas la voie du respect des électeurs et du respect des forces politiques et du respect des élections, eh bien, la pression sur le président de la République sera évidemment de plus en plus forte. Mais c'est lui seul qui aura la décision, le dernier mot. La pression est forte. Marine Le Pen en a appelé à la conscience d'Emmanuel Macron cet après-midi à l'Assemblée. Marine Le Pen oublie qu'elle était la première à demander la dissolution. Accessoirement, quand même. Elle oublie qu'elle a voulu, à un moment, que cette dissolution puisse exister. Le président de la République, il a pris cette décision, je crois, tout sauf à la légère, considérant justement qu'il fallait prendre conscience du résultat, qui était le résultat des élections européennes. Avec le recul, vous considérez toujours que c'était une bonne chose de dissoudre? Je dis juste qu'il a pris conscience, quand même, qu'il y avait un risque d'écart extrêmement important entre le vote des Français et l'Assemblée qui était la nôtre à ce moment-là. Et donc, il fallait aussi un moment que cette question puisse être posée aux Français de savoir si, oui ou non, cet écart était trop grand entre la majorité relative qui était la nôtre et peut-être que les Français voulaient. La difficulté, c'est que ça, de facto, ça nous plonge dans une grande confusion parce que personne n'ayant de majorité aujourd'hui, et comme on n'a pas totalement la culture politique du compromis, écoutez encore une fois Olivier Faure juste avant, il n'appelle pas au compromis, il vous répond sur les retraites, on touche à rien, et à la fin, c'est le NHP qui doit gouverner. Ça ne s'appelle pas un compromis. Nous, on a assumé de faire des compromis. On a assumé d'ailleurs de dire au Premier ministre qu'on avait des désaccords avec lui sur la première copie qu'il a présentée sur la question du budget. Et donc, il a fait des concessions. Et on a fait des concessions, parce que c'est comme ça que ça marche normalement de vouloir faire des compromis. Mais je crois que c'est un triste spectacle auquel les Français assistent. Moi, j'ai peur que ça les désintéresse profondément de la vie politique et qu'à la fin, ceux qui sont venus voter la dernière fois se disent en fait à quoi ça sert tout ça. Et est-ce que ces gens ont encore un minimum de sens de l'honneur ou des responsabilités? Les Français, ils sont inquiets, évidemment. On reviendra d'ailleurs sur les inquiétudes économiques que ça engendre. Manu Chic vous interrogera là-dessus dans un instant. Mais vous parliez à l'instant des désaccords que vous avez vous-même pu avoir parfois avec le Premier ministre. N'estimez-vous pas avoir aussi une part de responsabilité? Alors, pas tant vous, d'ailleurs, qu'en réalité, Gabriel Attal, qui ces derniers jours était d'un silence total. Alors aujourd'hui, il a fait le job, il est monté à la tribune, il a défendu Michel Barnier. Mais ces derniers jours, nulle part. Gérald Darmanin, nulle part. En revanche, ils ont régulièrement fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec les projets de Michel Barnier. Et Elisabeth Borne elle-même, qui a fait savoir à tous les journalistes qu'elle avait dit, les yeux dans les yeux, à Michel Barnier, qu'elle n'était d'accord avec rien de ce budget. Sincèrement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait perdre un temps fou à Michel Barnier, qu'aujourd'hui vous pleurez en étant dans ce bras de fer, dans cette tension, dans cette ambiguïté? Vouliez-vous vraiment qu'il dure? Moi, oui.
Mais pas tous. Est-ce que c'était le cas de tout le monde? Je ne sais pas. Mais je pense que jouer la politique du pire, ça a réussi à personne. Mais elle a été jouée, qu'à la cette fin, politique du pire. Et qu'à la fin, Vous de l'avez toute vu par façon, vos propres encore une camarades. fois, ce que je disais pour Olivier Faure est vrai pour tout le monde. Les Français jugeront de qui est responsable et qui est moins responsable. Ce que je sais, c'est que oui, on avait posé des lignes rouges, mais je ne crois pas qu'elles aient été posées par principe en disant il faut qu'on trouve des désaccords avec le Premier ministre, mais parce qu'il y avait des choses qui étaient très différentes de ce que nous, on avait porté depuis 7 ans. Et je crois qu'il fallait qu'on tienne aussi une ligne qui était Oui, mais vous appelez les autres au responsable. compromis. Mais à la fin, Et on dans en a vos fait. propres rangs, À la fin, c'est ce qu'on a fait. la dureté avec laquelle ces mots ont été posés. Quand Elisabeth Borne dit « je ne suis d'accord avec rien », quand Gabriel Attal elle dit dans le même temps il faut voter ce budget parce qu'il ne faut pas déstabiliser le Premier ministre. Mais il a longtemps dû s'occuper de vous avant de pouvoir s'intéresser même aux autres oppositions. Il y avait une opposition dans la maison, il y avait une opposition à l'intérieur même du socle. Oui, j'en ai conscience. J'en ai conscience parce que... Vous l'avez dit à vos camarades, vous leur avez dit « mais attendez, on joue avec le feu ». Non, mais on a eu ces discussions, et on a eu des discussions très franches, y compris encore ce soir, après que la censure ait été prononcée. Qu'est-ce qui s'est dit ce soir sur quel est l'après, est-ce qu'il y a un après qui est possible, et combien de temps cet après peut durer, et avec qui. Et moi, je rêverais d'un monde où les gens sont responsables. Encore une fois, c'est pas ce qui s'est passé ce soir. Regardez le résultat. C'est un résultat très net, très clair. Il y a une seule députée socialiste qui n'a pas voté. Une seule, ça fait quand même pas beaucoup. Un ancien président de la République en vient à voter la censure. François Hollande. Est-ce que vraiment tout ça a encore du sens? Aurore Bergé, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, je rêverais d'un monde où. Bon, effectivement, on peut imaginer, on entend celle de certains faire l'éloge d'une culture du compromis que la France réussirait à adopter en quelques jours. Il n'empêche, là, on est dans une situation politique où le président de la République prend la parole demain soir à 20h. Quel est le scénario, le profil qui permettrait de régler ce casse-tête institutionnel et politique? On entend des noms. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, François Bayrou, patron du MoDem, Gérald Darmanin, François Baroin. Est-ce que parmi ces noms-là, vous voyez un profil, une ligne politique qui permettrait précisément de régler cette crise politique dans laquelle le pays est enfoncé? C'est pas à moi de faire le casting, vous doutez bien que c'est pas moi qui vais vous au-delà du casting, il y a des orientations. Est-ce qu'il faut un macroniste? Est-ce que, par exemple, si c'était quelqu'un de votre famille politique, ça poserait un problème, au fond, démocratique? Non, il n'y a pas de problème démocratique. C'est pas comme ça que les choses se passent. La question, c'est avec qui on est en capacité d'établir une coalition à l'Assemblée nationale. Encore une fois, cette coalition, elle se fera pour nous ni avec l'extrême droite, ni avec le RN et les amis d'Éric Ciotti, ni avec la France insoumise. Ça, c'est très clair. Donc à la fin, il y a deux options. Il y a l'option de est-ce qu'on peut travailler avec la gauche hors LFI? On a la réponse ce soir. On a la réponse ce soir puisqu'Olivier Faure dit non. Dit c'est nous qui gouvernons et qui gouvernons seuls. Olivier Faure dit non, mais tout à l'heure, il est quand même le patron normalement du Parti socialiste. Enfin, ou alors à un moment il faut. Donc il reste l'option de rester tel quel, c'est-à-dire avec la droite républicaine. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres options. Et en espérant que le Rassemblement national ne reproduise pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais pas que le Rassemblement national. Encore une fois, si les socialistes n'avaient pas censuré ce soir, eh bien le Premier ministre serait toujours en poste. Donc la responsabilité, elle est conjointe. Elle est conjointe à la fois de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a mis la pression dès la première heure du premier jour de la nomination de Michel Barnier en disant par principe on censure, du Rassemblement national. Et j'espère qu'ils vont rendre des comptes aux Français parce que pendant 2 ans, ils nous ont joué la fable de la respectabilité, de la notabilisation. On est des gens responsables, on est des gens raisonnables. Qu'est-ce qui est raisonnable ce soir? Qu'est-ce qui est raisonnable dans la situation politique dans laquelle on est, où même des dizaines et des dizaines de constitutionnalistes ne sachent pas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans la situation qui est là. Il y a la gravité de la situation politique, et donc il y a tout ce barnum autour effectivement du casting, mais il y a quand même une situation économique qui est elle aussi exceptionnellement grave. J'ai été frappé par une phrase qu'a prononcée Laurent Wauquiez tout à l'heure. Il a dit à l'adresse de Michel Barnier « Vous vous êtes employé à éteindre l'incendie budgétaire dans une France en faillite ». Est-ce que vous considérez que la France est en faillite? Et aujourd'hui, vous dites la situation des Français, elle va changer. Est-ce que vous craignez une crise économique quand on voit se multiplier les plans sociaux, les défaillances d'entreprises? Est-ce que vous craignez une crise financière avec des investisseurs qui ne feraient plus confiance à la France? Est-ce qu'on a conscience de la taille du volcan sur lequel on est en train de danser? Mais en fait, il y a 2 options. Soit en appuyant sur le bouton, ils savaient exactement les conséquences que ça avait, de risques économiques, budgétaires et financiers, soit ils ne le savent pas et il y a un problème quand on vote et qu'on ne vote pas en conscience quand même des défis qui sont devant nous. Donc oui, il y a un enjeu sur le financement de la dette française et le financement de la dette française, ça concerne à la fin tous les Français.
tous les Français sur la manière avec laquelle la France peut continuer tout simplement à assumer les services publics qui sont les siens. Il y a un enjeu économique. Moi, je n'ai pas même un commerçant qui ne me dit pas en cette fin d'année, déjà, elle s'annonçait difficile. Là, avec le niveau d'incertitude qui est le nôtre, c'est simple, la consommation va chuter, on a peur. Les recrutements qui Emmanuel sont gelés Macron dit qu'il dans les TPE, dans les faut pas avoir PME. peur, il y aura pas de L'économie est solide. Mais on l'espère. Attendez, évidemment, le président de la République ne peut pas crier les Cassandres en disant la crise financière va arriver. Nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Sauf qu'on ne peut pas être les seuls à travailler pour que ça n'arrive pas. Et qu'encore une fois, je pense que les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, ce soir, quel qu'ait été leur vote en juin et juillet dernier, ce soir ne sont pas rassurés. J'espère du coup aussi qu'ils auront de la mémoire par rapport au vote qui a été le leur, la situation dans laquelle on est plongé et à cause de qui, encore une fois, on est plongé dans cette situation. Aurore Berger, il faut qu'on aille à l'Élysée retrouver Anthony Lebos. Anthony, est-ce que vous êtes capable de nous donner, là, à 21h43, le scénario des prochaines heures ? Alors, dans les prochaines heures, normalement, selon la Constitution, effectivement, Michel Barnier, le Premier ministre qui vient d'être renversé par l'Assemblée nationale, doit remettre sa démission solennellement au Président de la République. Donc, on guette évidemment, Maxime, tout convoi, tout cortège qui viendrait de Matignon jusqu'à l'Élysée derrière moi pour la remise de cette lettre de démission de Michel Barnier à Emmanuel Macron. Ensuite, dans 24 heures, on l'a appris avec 2 petites lignes d'un communiqué de l'Élysée. Le Président de la République s'adressera aux Français. Ce sera demain soir à 20h, selon un proche du chef de l'État. Il fallait qu'il parle pour rassurer les Français. Fin de citation. Allocution solennelle. Sans doute que le président de la République réagira à la censure, tentera, et je dis bien tentera, de donner des perspectives dans ce brouillard politique et institutionnel. Il y a cette question aussi, Maxime, qui est urgente, pressante. Qui à Matignon pour remplacer Michel Barnier? Et ce qu'on sait, selon les proches du chef de l'État, c'est que Emmanuel Macron veut aller vite, très vite, parce que dans 2-3 jours, il y a un événement international majeur, la réouverture de Notre-Dame, et Emmanuel Macron ne peut pas se retrouver sans Premier ministre nommé officiellement d'un événement mondial majeur où toutes les caméras seront braquées sur la France. Il veut aller vite. Certains proches d'Emmanuel Macron nous disent qu'il peut même nommer peut-être un Premier ministre dans les prochaines 24 heures. Il y a cette question, qui désormais? On entend le nom du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, d'un de ses alliés, président du MoDem, François Bayrou. Il y a des noms, des spéculations. Quel accord politique? En tout cas, Emmanuel Macron est face à un défi très clair. Qui pour remplacer Michel Barnier, qui pourrait durer plus longtemps que Michel Barnier, qui a duré, je le rappelle, 90 jours à Matignon? C'est tout le défi. Merci Anthony Lebos. On verra dans un instant avec Benjamin justement ce qui tient la corde ce soir. Mais simplement sur le fait d'aller vite, Aurore Berger. Ça veut dire que le président ne va laisser aucune chance aux appels quand même ce soir, qui viennent par exemple des écologistes. On a Marine Tondelier qui dit, écoutez, il faut qu'on prenne le temps de se réunir. Elle demande à Gabriel Attal, venez, on discute. On se pose, l'heure est grave, on discute et on voit ce que ça, Mais même pas. On ne laisse même pas la chance à la discussion. L'appel de Marine Tondelier est un petit peu plus ambigu que ça, parce qu'elle dit on discute sans la droite républicaine, on exclut par principe, et on discute avec le nouveau Front populaire, y compris donc avec la France insoumise. Elle sait donc que ces 2 conditions, forcément, limitent un petit peu le champ de la discussion. Après, les parlementaires, on s'est toujours parlé, on a toujours continué à se parler, y compris dans ces moments extrêmement difficile. On a vu cet après-midi ce que ça a donné. D'accord, mais à un moment, je crois que la décision, elle était prise avant que les discussions existent. Donc on peut peut-être aussi interroger la sincérité de cette surenchère de demandes et de demandes qui se chiffrent en milliards et milliards et milliards d'euros. Et je crois qu'à un moment, il fallait que ça s'arrête. Et que le Premier ministre a eu raison de dire, maintenant, on arrête les frais. Parce que ces milliards et ces milliards d'euros supplémentaires, ils ont des conséquences. Mais donc il n'y aura pas de les discussion Français. avec la gauche? Mais bien sûr que si, qu'il faut qu'il y ait des discussions. Mais c'est au nouveau Premier ministre d'engager ces discussions-là aussi. C'est à partir du moment où vous avez un nouveau Premier ministre, d'abord, que vous avez... ensuite. Mais la logique de nos institutions veut ça. La logique de nos institutions, c'est le président de la République nomme un nouveau Premier ministre, et c'est ce nouveau Premier ministre qui doit réussir à constituer, non pas une majorité absolue, ça c'est impossible, mais une nouvelle coalition. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Simplement pour éclairer, Benjamin, ceux qui nous regardent ce soir. Qui tient la corde? 21h47, qui tient la corde pour devenir le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron? Faites prendre des risques là, oui. Maxime. Anthony disait il y a un instant, le nom que l'on entend depuis quelques jours, qui, pour être très sincère, revient à chaque remaniement, c'est celui de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, fidèle parmi les fidèles du président de la République. C'est simple, c'est le ministre avec le plus d'ancienneté au gouvernement. Il est ministre depuis 2017.
Ministre plutôt discret, pas spécialement connu des Français, ancien membre des Républicains qui avait fait le choix de rallier Emmanuel Macron. Vous voyez François Bayrou, le président du MoDem, qui lui y croit. Dire que là encore, ça fait plusieurs fois qu'à l'occasion des remaniements, il y croit. Vous me direz qu'à un moment donné, ça peut finir par être vrai. Disons que ça, c'est vraiment les profils qui tiennent la corde. Bernard Cazeneuve reste dans les discussions, même si ce qu'on comprenait dans l'entourage du président de la République, c'était plutôt que l'hypothèse d'un Premier ministre venant de la gauche n'était pas la plus plausible. Et puis vous voyez toujours Bruno Retailleau. Est-ce que dans le moment, ce serait accepté par les membres du Bloc central et d'autres profils? Aurore Bergé, vous avez l'habitude, dans, là encore, ce qu'on appelle le Bloc central, de ne pas faire de langue de bois. J'appréhende la question. Alors, on va donc essayer ce soir de ne pas en faire. Est-ce que Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ferait un bon Premier ministre? Oui, pourquoi il ne le ferait pas? Enfin, les ministres en discontinuer. On ne peut pas non plus retenir contre lui le fait qu'il soit ministre. Ça ne devrait pas discréditer quelqu'un d'avoir été et d'être justement ministre des Armées. Pour le coup, il a su faire des compromis quand on parle de la loi de programmation militaire, qui est quand même un enjeu majeur. Donc vous avez perdu les élections et c'est un macroniste qui arrive à Matignon. Mais tout le monde a perdu les élections, Benjamin Duhamel. Si quelqu'un les avait gagnées, on ne serait pas dans la situation qu'on connaît ce soir. On n'aurait pas un Premier ministre qui serait censuré parce qu'il y aurait eu une évidence. Il n'y a pas eu d'évidence pour les Français. Est-ce que la solution, c'est pas un Premier ministre qui ne soit... Il n'y a que des politiques, là, dans toutes les têtes qu'on voit. Qu'est-ce qui va pas, Emmanuel? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... comment voulez-vous, à un moment, que les équilibres qui ne changeront pas aboutissent à des résultats différents? Est-ce qu'un gouvernement dit... technique, entre guillemets. Ça veut dire quoi, un gouvernement technique? Un gouvernement d'experts, un gouvernement avec le gouverneur de la Banque de France, comme en Italie. C'est des gouvernements qu'on... Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois profondément à la... Moi, je crois et j'aime encore, malgré ce soir, la politique. Eh ben. Et oui, je sais, c'est très décourageant, en effet, quand vous voyez le spectacle qu'on a eu ces dernières heures et ces derniers jours. Mais à un moment, quand vous avez une situation aussi difficile que celle-ci, vous avez besoin d'avoir quelqu'un et des gens qui connaissent la vie politique et la vie parlementaire. Et ça, c'est essentiel. Quelqu'un qui ne connaît pas l'Assemblée, qui ne connaît pas le mode de fonctionnement, qui ne sait pas négocier, travailler avec les parlementaires, à mon avis, à mon humble avis, ce serait beaucoup plus difficile. Et je ne suis pas certaine que les Français veulent un gouvernement de gens experts. Ils veulent un gouvernement de gens qui ont des convictions et qui ont envie de les porter. Vous avez dit tout à l'heure, Aurore Bergé, nous ne gouvernerions évidemment pas avec le RN. C'est pas si évident que ça. Parce que oui, vous n'avez pas gouverné avec le RN, mais pour autant, les dernières concessions des derniers jours, jusqu'à un communiqué écrit, signé de Michel Barnier, qui avoue carrément au grand public qu'après un coup de fil avec Marine Le Pen, il a accepté des dernières concessions. Et le choix de Sébastien Lecornu, s'il se confirmait, n'est pas complètement anodin. Sébastien Lecornu est quelqu'un dont on a découvert qu'il avait des dîners secrets avec Marine Le Pen, secrets chez Thierry Solère. Thierry Solère qui est un conseiller occulte du président, qui n'apparaît sur aucun organigramme et qui organisait donc ce genre de dîner secret. Dîner secret avec Marine Le Pen, ce qui peut-être laisserait entendre qu'aujourd'hui, certes officiellement vous ne gouverneriez pas avec eux, mais vous choisiriez quand même des profils qui ont des passerelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous auriez dîné avec Marine Le Pen dans un lieu secret comme ça, vous, Aurore Bergé? La question, elle ne se pose pas comme ça. Et puis, je pense que les gens s'en fichent de savoir avec qui je dîne ou pas. Si c'est Marine Le Pen, je pense que ça peut intéresser. Je n'ai pas dîné avec elle et je n'aurais pas dîné avec elle. Donc la question ne s'est pas posée et on ne m'a pas proposé ce dîner. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est qu'encore une fois, on a un vrai risque. On a un vrai risque de crise économique. Vous auriez fait quoi si on vous l'avait proposé? Je n'y serais pas allée. On a un vrai risque de crise économique. On a un vrai risque de crise financière. On a un risque de crise institutionnelle. On a des Français qui, à mon avis, croient de moins en moins que la politique sert à quelque chose. Donc, mais ce que je veux dire, la question, elle n'est pas là, Apolline de Malherbe. Pas de ça chez nous. Jamais nous ne travaillerons avec eux. Et en réalité, effectivement, comprendre que vous allez sans doute mettre en place... Apolline, est-ce qu'on peut juste faire remarquer que toutes les grandes négociations internationales, de grands accords de paix, etc., ça commence toujours quand même par des discussions secrètes. Par des dîners secrets. Non, mais attendez, voilà, donc ça veut bien dire que c'est le début d'une alliance. Ça peut être utile. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, je suis désolée, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas d'alliance de quelconque manière que ce soit. Il y a un principe de réalité qui fait que peut-être que le président de la République décidera de redissoudre. Mais jusque-là, ça veut dire que nous avons cette assemblée-là. Cette assemblée-là. Et donc que nous devons, à un moment, respecter les équilibres qui sont ceux de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été présidente de groupe parlementaire. Vous vous asseyez autour de la table avec l'ensemble des présidents de groupes parlementaires. Quand bien même vous en partagez ni les idées ni les valeurs. Quand on est dans le secret et quand on commence à faire les choses... Mais là, je ne suis pas dans le secret, je suis sur un plateau de télévision et je vous dis que la conviction très claire, c'est qu'à un moment, il y a des Français qui ont fait un choix qui nous place dans une situation d'une ambiguïté absolue.
Peut-être feront-ils un autre choix dans quelques mois ou dans quelques années. Pour l'instant, c'est ça ce qui se passe. Et à partir du moment où vous avez un NFP qui dit « c'est nous, que nous, sinon on censure », mais vous faites comment ? Vous faites comment pour faire avancer le pays ? On renonce à tout ? On se dit qu'en fait, on fait un accord de non-censure qui veut dire aucune réforme. On abandonne la loi pour les agriculteurs. Beaucoup de Français, je crois, tiennent à la question de la loi sur la fin de vie. On abandonne ce projet-là. Bref, je pourrais égrener tous les projets qu'on ne pourra pas passer sans compromis. Oui, mais alors justement, je précise que vous parlez, et on l'a vu apparaître à l'instant, sous le regard de Jean-Philippe Tanguy, qui vient d'apparaître sur ce plateau et qui vous remplacera dans un instant sur ce fauteuil. Justement, comment allez-vous faire pour que Sébastien Lecornu ou un autre à Matignon ne travaille pas dans les mois qui viennent sous la surveillance, voire sous la pression, et on l'a vu encore ces derniers jours, du Rassemblement national. Vous êtes condamné à ça. Un Premier ministre, il est sous la pression constante de 577 députés à l'Assemblée nationale. Et les 577 députés à l'Assemblée nationale sont sous la pression constante des millions de Français qui ont voté et qui peuvent voter pour eux. Très bien, mais on a vu la même chose ces derniers jours. Ceux qui mettaient la pression, c'était le Rassemblement national. Peut-être que le Rassemblement national a fait, en votant la censure, une énorme erreur politique. Parce que les Français disaient, et nous disent régulièrement, on ne les a jamais essayés. Bah là, maintenant, on a essayé. On a essayé ce que ça voulait dire d'avoir beaucoup de députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Mais une question très concrète, Aurore Bergé, pour prolonger ce que dit... Les conséquences de la censure, ils devront demander des comptes aux députés du Rassemblement. Pour la première fois, ils vont rendre des comptes aux Français sur les décisions qui sont les leurs. Alors, d'habitude, ils n'ont pas à décider parce qu'ils ne gouvernent pas. Une question très concrète, et peut-être que Jean-Philippe Tanguy le dira, je pense même qu'il le dira, en tout cas on lui posera la question. Les membres du Rassemblement national disent, mais nous, le prochain Premier ministre, quel que soit son profil, on ne le censurera pas à condition que les lignes rouges, qui sont toujours les mêmes, soient respectées. En l'espèce, la dernière qui restait, c'était cette question de l'indexation des pensions de retraite à partir du 1er janvier. Indexation par rapport à toute l'inflation, pas seulement 0,8%, ça coûte à peu près 3 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut que le prochain Premier ministre ou la prochaine Première ministre décide de, pardon d'utiliser ce mot, de caler sur ce point pour éviter d'être censuré par le RN ? Il ne vous a pas échappé qu'il y avait et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, où il y avait encore cette exigence-là. Et puis juste après, on a le projet de loi de financement de l'État, du budget de l'État. Donc moi, la question que je pose au Rassemblement national, comme au Parti socialiste, comme à l'ensemble des autres forces politiques à l'Assemblée nationale, c'est est-ce que, sincèrement, vous êtes prêts à ne pas censurer ? Ou est-ce que, même s'il y a du compromis, il y aura une surenchère systématique là, ils l'ont dit, dans les demandes qui sont adressées. Vous acceptez d'indexer les pensions de retraite à partir du 1er janvier, il n'y aura pas de censure. Eh bien, on verra avec un nouveau Premier ministre si éventuellement il est prêt à le faire et accessoirement comment on arrive à trouver l'équivalent. Parce que soit on refait 3 milliards de dettes supplémentaires, et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne réponse pour les Français, soit on fait de l'impôt supplémentaire, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne réponse pour les Français. C'est aussi ça qui est en jeu, c'est aussi un enjeu de crédibilité. Oui, mais ça, il n'y a pas grand monde en général pour supprimer les dépenses. Précisément, c'est peut-être là-dessus que vous pourriez avoir un petit peu de courage. Je l'espère, mais vous savez, le courage, il faut que ce soit un peu partagé. Vous ne pouvez pas être seul à vouloir être très courageux. Je vous sens assez seul. C'est quand même très frappant. À la fin, on se sent un peu seul. Mais on sent que vous exprimez une forme de solitude, y compris, c'est vrai, dans votre propre groupe. Non, mais parce que je crois qu'on se remet tous, en fait, de la dissolution et du choc et de la brutalité que reste de facto une dissolution, quelle qu'elle soit et quelles qu'en soient les raisons. Sauf que ça suppose que tout le monde ait un minimum de sens des responsabilités. Parce que si à la fin, on se retrouve avec un gouvernement, quel qu'il soit, un Premier ministre quel qu'il soit, qui tombe tous les 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que le pays gagne ? Qu'est-ce que la France y gagne ? Et donc c'est ça la question qui doit être posée, encore une fois, à la France insoumise, comme au Rassemblement national, comme à tous les autres. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est vraiment le chaos ? Parce qu'à la fin, ce que vous voulez absolument, c'est mettre la pression sur le président de la République. C'est un peu ça qu'on entend. Ou est-ce que, enfin, il va y avoir un peu de sens des responsabilités par rapport aux risques économiques, budgétaires, financiers, sociaux qui sont les nôtres ? Parce qu'à la fin, les Français, c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent d'être soignés, ils attendent d'avoir des services publics qui fonctionnent, ils attendent de ne pas avoir une fiscalité qui explose, ils attendent qu'il n'y ait pas de gel sur la création d'emplois, alors qu'on avait réussi à stopper ce chômage de masse qui était quand même une plaie dans notre pays. Donc je crois que c'est ça qu'on devrait apporter comme réponse aux Français. Vous parlez des Français, les Français sont notamment sur ce plateau et ils réagissent depuis tout à l'heure sur ce plateau. Une toute dernière question, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous dites ce soir, les yeux dans les yeux à Jean-Philippe Tanguy, qu'il a commis une erreur historique ? Je dis que c'est les Français qui jugeront. Mais je dis que pour la première fois, le Rassemblement national va devoir rendre des comptes alors qu'avant, il était comptable de rien. Parce que toujours minoritaire. Et donc, en étant toujours minoritaire, il peut dire
On est dans l'opposition, c'est pas nous, c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre faute. Là, sans eux, cette motion de censure n'était pas adoptée. Donc, à cause d'eux, elle l'a été. Donc on verra. On verra les conséquences économiques, on verra les conséquences financières. Et on va les voir très vite dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et après, aux Français d'ouvrir aussi les yeux sur celles et ceux qu'ils ont élus à l'Assemblée nationale.